Madame, monsieur, bonjour et merci d'être toujours plus nombreux à suivre Atypique, la télévision belge francophone internationale. L'Union européenne est à un tournant stratégique majeur. Depuis des décennies, sa défense repose en grande partie sur l'OTAN et par extension sur les États-Unis. Mais face aux bouleversements géopolitiques récents, guerre en Ukraine, tensions avec la Russie et la Chine, les dirigeants européens affichent une ambition nouvelle, construire une défense commune. Le sommet européen qui s'est tenu jeudi dernier à Bruxelles a marqué cette volonté avec un investissement colossal de 850 milliards d'euros sur 5 ans. Mais ce projet se heurte à de nombreux obstacles, des divisions internes. Certains États redoutent une perte d'autonomie militaire, une dépendance persistante aux États-Unis qui fournissent encore près de 70% des armes achetées par l'Union européenne. Et enfin, l'absence de consultation citoyenne sur un sujet aussi crucial. Une question essentielle se pose. Qu'adviendra-t-il de l'Alliance atlantique si l'Union européenne privilégie un modèle de défense intégré? Peut-elle affirmer son indépendance tout en restant un pilier de l'OTAN? Et si l'Europe se dote d'une défense autonome, quel impact sur ses relations avec les pays du sud de la Méditerranée? Un dialogue sécuritaire pourrait-il émerger à l'image de celui mené par l'OTAN? Pour répondre à ces questions et en débattre, André Flahault, ministre d'État belge, ancien ministre de la Défense, Jean-Marc Germain, eurodéputé français, rapporteur permanent sur les aides à l'Ukraine et sur les budgets pour le fonds de soutien aux industries européennes de défense, Ali Benouari, ancien secrétaire d'État au Trésor algérien, expert financier auprès des BRICS, Jean-Daniel Ruche, ancien secrétaire d'État à la politique de sécurité suisse, diplomate et professeur à l'école de diplomatie et de relations internationales de Genève. Mesdames, messieurs, francophones du monde entier, le vrai dialogue, c'est tout de suite. Monsieur Ruche, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous rejoignez de Genève. Pas tout à fait, je vous rejoins de Bâle plutôt, mais c'est pas grave, je rejoins de Suisse. Merci. Monsieur Benouari, bonjour, vous êtes bien à Genève, en revanche. Tout à fait, tout à fait. Merci. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. On attend aussi l'eurodéputé français Jean-Marc Germain. Il a pris un petit peu de retard. Il va nous rejoindre. Il va rejoindre ce plateau dans quelques minutes. Je vous poserai d'emblée la même question. On fera un tour de plateau et je commencerai par Monsieur Flahault. Monsieur le ministre, la semaine dernière, donc le 20 mars dernier, nous avons donc eu un sommet européen des 27. Le président ukrainien a participé à ce sommet par visioconférence et les chefs d'État et de gouvernement ont acté un investissement de 850 milliards d'euros pour bâtir une Europe de la défense autonome. Est-ce que cet objectif est réalisable? Est-ce que c'est jouable, Monsieur le ministre? Mais tout d'abord, je crois qu'il faut remarquer une chose. Il faudrait peut-être que l'on s'abstienne, au travers notamment des médias, de faire peur aux gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on découvre aujourd'hui, après de très nombreuses années, que l'Europe de la défense est nécessaire. Et on fait preuve d'un certain enthousiasme. On annonce une série de chiffres avant de dire ce que l'on va faire exactement, avec qui on va faire cela. Il faudrait... En 1999, quand j'ai pris mes fonctions de ministre de la Défense, on m'en a parlé
de l'Europe de la défense à l'époque. Et à cette époque-là, beaucoup de pays, de nouveaux arrivants ou de futurs nouveaux arrivants au niveau européen, étaient contre quelque part, considérant que la priorité c'était l'OTAN. Et à l'intérieur de l'Europe, certains pays, comme la Grande-Bretagne à l'époque, les Pays-Bas, étaient contre en disant non, ça va faire concurrence, ça va donner une image que nous sommes contre nos amis américains, etc. Et donc, on va y réfléchir. Mais on a tellement bien réfléchi que des années après, il n'y a toujours pas réellement d'Europe de la défense et qu'aujourd'hui, les pays européens, face à cette nécessité d'une Europe de la défense, avancent en ordre dispersé. On a cité un chiffre, mais quel est exactement l'état de nos défenses dans les différents pays? Et si on continue à travailler chacun de son côté en refusant de mutualiser les choses, en définissant clairement des objectifs, certains veulent acheter des F-35 supplémentaires, c'est le cas de la Belgique, au moment où on dit qu'on se trouve dans une situation de guerre hybride. Il y a peut-être d'autres investissements à faire. D'autres disent aussi qu'il faut renforcer, on va envoyer des troupes. C'est un peu une course en avant. Alors on voit la multiplication des sommets avec des chefs d'État, sans les chefs d'État, avec des volontaires, avec pas des volontaires, à Paris, pas à Bruxelles, en Grande-Bretagne. Et là, ça fait quand même des ordres. Et comme ancien ministre de la Défense, je crois que si on veut réussir une opération, il faut d'abord savoir, où nous en sommes, ce que nous voulons faire, avec quels moyens, comment financer et également dans quel délai. Parce que ce n'est pas un claquement de doigts qui va faire en sorte que nous allons avoir une Europe de la défense. Il lui fallut le faire dès 1999. Monsieur Ruche, vous souscrivez à ce qui vient d'être dit sur le plateau? Je crois que monsieur le ministre a extrêmement bien résumé la situation. Du reste, ça fait parfaitement écho à la discussion qu'on a en Suisse, où on a aussi augmenté de 25% le budget de la défense, un peu pour les mêmes raisons, mais sans avoir une stratégie claire. Et pour moi, cette stratégie doit d'abord inclure la diplomatie. On parle beaucoup de défense, on parle beaucoup de guerre, on parle peu de paix, on parle peu de diplomatie. Or, dans ma conception des choses, la politique de sécurité doit inclure deux dimensions. Une dimension, c'est la recherche de la paix par la diplomatie. Et puis l'autre dimension, et ça je le comprends parfaitement, c'est la recherche d'un équilibre stratégique à travers une croissance de la qualité et de la capacité militaire qui puisse créer une dissuasion vis-à-vis d'un ennemi potentiel. Mais comme l'a dit aussi le ministre, je crois qu'il ne faut pas faire peur aux gens. Un de mes collègues jurassiens, conseillers nationaux, vient d'écrire un livre qui s'appelle « La bataille du Rhin n'aura pas lieu ». Donc je crois qu'il faut aussi adapter les défenses à la menace. Et la grande question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on va dépenser cet argent, comment est-ce qu'on va allouer ces sommes. Le même problème se pose chez nous d'ailleurs, et ça doit être alloué en fonction de la menace. Aussi, comme l'a dit et je pense aussi que les menaces actuelles principales sont des menaces hybrides, ce qui veut dire d'abord des questions de cybersécurité, ensuite des questions liées à l'intelligence artificielle et à la désinformation, et puis troisièmement des questions liées au terrorisme, donc investissement dans le renseignement. Je crois que c'est ça qui doivent être les trois priorités. Et puis ensuite vient, et je pense que c'est aussi important sur le long terme, parce que ça ne se fait pas d'un jour à l'autre, les investissements dans les armements durs, disons, l'artillerie, les chars, l'aviation, et puis surtout la reconstitution dans les pays européens d'une troupe, enfin d'une armée qui soit crédible. Peut-être que la Suisse a un petit avantage là-dessus parce qu'on a gardé notre armée de milice, on n'a jamais supprimé la conscription obligatoire, et puis on a gardé aussi une industrie de défense et une industrie tout court d'ailleurs, qui fonctionne assez bien. Pour résumer, je dirais que il ne faut pas qu'on donne l'impression, que l'Europe donne l'impression que ces 850 milliards ne serviront finalement qu'à alimenter l'industrie de la défense sans avoir un plan derrière et une stratégie. Maintenant, pour ce qui est de la politique de défense européenne, c'est un serpent de mer qui date des années 40, on se souvient de la communauté européenne de défense. La grande différence aujourd'hui, c'est l'effet Trump, qui est un électrochoc, mais c'est aussi l'effet Merz.
Merz, on le rappelle, le soir même de sa victoire électorale, il a dit qu'il faut gagner une certaine indépendance vis-à-vis des États-Unis. Et pour moi, par rapport aux discussions de 1999 ou même d'avant, ou même de 2017, parce que déjà en 2017, le président Macron parlait d'une autonomie stratégique, la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, les Allemands, qui traditionnellement étaient les plus atlantistes, aujourd'hui, les Allemands semblent réfléchir différemment. Donc, je pense qu'il y a une opportunité, c'est une opportunité qui est bonne à saisir, mais qui doit être saisie de manière raisonnée, raisonnable, sur la base d'une stratégie, d'une politique de sécurité qui ne soit pas uniquement axée sur les acquisitions d'armement. Très bien. Monsieur Ruche, permettez-moi de poser la même question à Monsieur Benouari. Monsieur Benouari, vous représentez quelque part, de manière informelle, j'entends, les pays de la Méditerranée du Sud et plus globalement le Grand Sud, l'Afrique. Quelle est votre perception de ce qui a été décidé ce fameux jeudi, donc la semaine dernière, ici à Bruxelles? Oui, bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Monsieur Ruche. J'aurais pu vous faire la même réponse que Monsieur Ruche, étant suisse aussi, établi à Genève depuis plus de 40 ans, adepte évidemment de la neutralité, de toute politique de neutralité. Mais je vais tout de même parler au nom du Sud, puisque je suis originaire du Sud de la Méditerranée, d'Algérie plus précisément. Et donc, je vais essayer de vous donner un point de vue par ce biais-là. Nous avions l'Europe économique, un bloc économique. Nous avions fondé beaucoup d'espoir sur ce bloc en tant qu'il pouvait apporter aux pays du Sud de la Méditerranée paix et prospérité. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est une certaine dérive, une dérive sécuritaire. Il y a l'effet Trump, bien sûr. Il y a le vieux projet d'Europe de la défense qui est resté dans ses limbes, faute de pouvoir avoir une politique étrangère européenne. Donc, on ne peut pas imaginer une politique de défense sans que le processus d'intégration européenne soit mené plus loin et ne puisse aboutir à une politique étrangère commune. Mais ce qui me rend un peu perplexe, en tout cas toujours du point de vue des pays du Sud, c'est que je dirais, une Europe militarisée à outrance, 850 milliards de dollars, ce n'est pas peu. Au moment où les attentes sont essentiellement de type économique, de coopération, de paix, Méditerranée, lac de paix, etc., on s'aperçoit qu'il y a comme une dérive sécuritaire et que l'Europe, aujourd'hui, veut s'imposer comme un bloc militaire, parallèlement ou en remplacement de l'OTAN. Et ce bloc militaire est destiné et dirigé contre qui? Voilà, j'ai envie de poser cette question. Ce bloc militaire est dirigé contre qui? En posant cette question, évidemment, elle n'est pas innocente, cette question. La réponse pour tout Européen est que une défense commune permettrait de protéger l'Europe contre essentiellement une menace venant de la Russie. Alors j'ai envie de dire, mais qui protégerait les pays du Sud contre une menace venant de l'Europe? Voilà, puisqu'on est dans une logique militaire et dans une logique de bloc, je dirais que, évidemment, les pays du Sud ne peuvent pas être très contents de cette évolution que d'aucuns pourraient décrire comme une dérive. Pour dire, évidemment, ça c'est un point de vue, ce n'est pas forcément le mien, parce que je comprends parfaitement les enjeux. Néanmoins, ce que je voudrais dire, c'est simplement que la sécurité n'est pas divisible. Elle concerne tout le monde. Elle ne peut pas concerner que l'Union européenne, que les pays de l'Union européenne. Il faut voir plus loin, parce que les menaces sont de type multiforme aujourd'hui. Le monde rétrécit. L'Europe est devenue à portée de tir de n'importe quel pays, pas forcément des grandes puissances dotées d'armements très sophistiqués. Aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, on s'aperçoit que finalement, tous les pays peuvent se sentir menacés, tous les pays peuvent se sentir obligés de se protéger et d'aller vers une course aux armements. Voilà, le mot est lâché.
On ira, Monsieur Benouari, pardonnez-moi, on ira plus avant tout à l'heure sur ces sujets-là. Permettez-moi de saluer la présence de Monsieur Germain. Monsieur Germain, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Vous êtes arrivé à rien, on est à notre premier tour de plateau. Je vous poserai la même question que j'ai posée à l'assistance. Je leur demandais leurs sentiments par rapport au sommet de jeudi dernier qui s'est tenu ici à Bruxelles en présence du président ukrainien. Et donc, on a entendu tout le monde, tous les Européens maintenant sont au courant que l'Union européenne compte investir 850 milliards d'euros pour bâtir une Europe de défense commune. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est une bonne nouvelle parce que, contrairement à ce que je viens d'entendre, l'objectif des Européens, c'est la paix. Et d'ailleurs, plutôt que de parler de construire une communauté européenne de défense, on devrait peut-être utiliser le mot qui est l'objectif des Européens, qui est de construire une communauté européenne de paix. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour garantir la paix ? La première chose à faire, c'est de faire en sorte que l'Ukraine ne perde pas la guerre. Parce que, bien sûr, nous le devons aux Ukrainiens, mais nous le devons aussi à tous les Européens. Et si vous écoutez dans les couloirs les députés qui sont de pays frontaliers avec la Russie, ils craignent tous d'être les prochains sur la liste. Et ils nous disent tous, Poutine ira toujours aussi loin qu'on le laisse aller. Et donc il y a besoin de montrer à Poutine qu'il ne gagnera jamais cette guerre. Et face au désengagement américain, parce que c'est bien ça qui s'est passé, c'est l'arrêt des livraisons d'armes de la part des États-Unis et l'arrêt de livraison de renseignements, ce qui a été évidemment une catastrophe sur le terrain. Aujourd'hui, il y a eu des évolutions un peu plus favorables, mais dans une tendance qui reste la même, les États-Unis veulent se désengager de la défense européenne, et donc les Européens doivent se préparer à se défendre eux-mêmes. Mais, et pour répondre indirectement, ça n'appelait pas forcément de réponse, mais à ce que disait l'interlocuteur précédent, qui est une question très importante de savoir est-ce qu'on est rentré dans une course à l'armement qui serait dangereuse. Moi, je ne le crois pas, parce que ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est que le multilatéralisme, c'est que l'ordre mondial qui faisait que finalement les conflits étaient très rares et qui a été construit autour de l'ONU, il est mis à bas par le repli sur soi-même des États-Unis, une nouvelle puissance qui n'existait pas après la guerre, qui est la Chine et qui elle-même est rentrée dans une course aux armements, et un Poutine qui, le temps passant, a des visées beaucoup plus fortes sur l'Europe. Et donc, il fallait que l'Europe soit de retour, au fond, pour imposer le multilatéralisme et pour imposer la paix. C'est ce qui a été fait jeudi dernier et qui a été confirmé encore aujourd'hui avec ces 31 chefs d'État et de gouvernement qui vont au-delà d'ailleurs de l'Union européenne, puisque le Royaume-Uni est présent. Et c'est très important, parce que le Royaume-Uni, il y a eu le Brexit, et maintenant on a l'impression que c'est l'inverse qui se passe sur ce qui est le plus important peut-être pour le projet politique européen, si on regarde au-delà des questions de défense, c'est d'abord d'être capable d'assurer la paix à ses concitoyens. Et ça, vous avez parlé des 800 milliards qui ont été décidés, annoncés par Ursula von der Leyen. C'est la traduction très concrète de cette nouvelle ambition. L'Europe, au fond, et c'était Teresa Ribera qui nous le disait dans une audition que nous avons eue dans notre groupe avant-hier, elle disait au fond, l'Europe, sur plein de sujets, mais sur ce sujet militaire, sur le sujet commercial, sur le réchauffement climatique, elle est devant une falaise. Et soit elle construit des ponts vers une Europe de demain qui assurera cette fonction, au fond, de phare un peu dans le monde pour être en avance sur le réchauffement climatique ou sur la lutte contre le réchauffement climatique, pour être en avance sur les questions de paix et de valeurs, eh bien, soit dans une falaise, soit on construit des ponts vers cette nouvelle Europe, soit on recule. Et le choix qui a été fait, c'est de commencer à jeter ces ponts pour que l'Europe avance et prenne une toute autre dimension. Parce que si on va au bout de ces efforts-là, alors il y aura une vraie communauté européenne de défense. Et alors l'Europe aura fait un pas de plus dans le fédéralisme que nous sommes beaucoup à souhaiter. Monsieur le ministre, Monsieur Germain, il croit à cette Europe de défense commune. Je vais poser une double question.
La première, c'est celle que M. Benouari a posée et vous demandez ce bloc militaire, ce futur bloc militaire européen est dirigé contre qui? Et ma deuxième question, et elle est essentielle, parce que vous connaissez le sujet de l'intérieur. Je rappelle que vous avez été pendant 8 ans le ministre de la Défense du Royaume de Belgique. Est-ce que vous pensez que l'Europe peut réussir à mutualiser ses moyens militaires malgré les divisions internes? Vous en avez fait allusion tout à l'heure à cette mutualisation. Mais d'abord, je crois que l'objectif de tout élu démocrate, c'est incontestablement de rechercher d'abord la paix. L'autre élément, il faut privilégier la diplomatie. Mais vous n'étiez pas encore arrivé, mais en 1999, on parlait déjà d'une Europe de la défense. Et à l'époque, les Britanniques, les futurs arrivants dans l'Europe, proches de la Russie, considéraient que ce n'était pas nécessairement une des priorités à avoir, parce que construire une Europe de la défense entre les Européens, c'eût été porter atteinte au climat de confiance qu'il fallait maintenir avec les États-Unis. Et de façon répétée, nous nous sommes beaucoup battus au gouvernement belge pour ça, pour faire en sorte de faire avancer les choses. Et à chaque fois, nous nous heurtions, avec notamment Xavier Solana, nous nous heurtions à des résistances. Quand on a voulu créer une agence européenne de l'armement, c'était chaque fois plombé. On discutait effectivement des engagements de secrétaires pour faire fonctionner, mais on ne parlait jamais d'achat militaire. Aujourd'hui, la crise est là et on réagit un peu en catastrophe et en ordre désordonné. En ordre désordonné parce qu'on multiplie, c'est ce que je disais, les sommets, tantôt à Paris, tantôt les volontaires, avec les Turcs, pas les Turcs, les Anglais, pas les Anglais. Ça ne donne pas une image de grande cohérence. Et ma crainte, c'est de dire, on a dit, on va mettre des moyens, mais on n'a pas répondu à la question, pour que faire? Est-ce qu'on est capable de mutualiser les choses? Nous n'avons pas été capables de mutualiser les choses pour acheter les Rafales. Nous avons acheté américains. Dans toute une série d'autres achats, c'est la même chose. Il y a les tensions France-Allemagne. Peut-être que ça va changer. Il y avait les Britanniques, il y avait les Suédois. On a effectivement les pieds et poings liés aux États-Unis, notamment pour les F-35, qui sont des avions dont la cellule reste propriété des États-Unis, dont également un problème, on ne l'a pas dit mais il faut le répéter, les F-35 sont aussi choisis parce qu'ils sont compatibles avec l'armement nucléaire des États-Unis. Et donc en clair, aujourd'hui on semble improviser. Alors il y a effectivement des responsables politiques qui se refont une santé à l'intérieur de leur pays sur ce thème de l'Europe de la défense. On se préoccupe beaucoup de l'Ukraine. On a peur de ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie et on condamne toute invasion. Mais il faudrait aussi avoir la même fermeté pour condamner l'invasion de la bande de Gaza par Israël. Et ça, on ne l'a pas. Il faudrait aussi avoir la même fermeté pour dénoncer les attaques du Rwanda à l'est du Congo. Ça, on ne l'a pas. On est préoccupé maintenant par notre propre problème. Et dans l'Europe, vous l'avez dit tout à l'heure, dans l'Europe, il y a les partis qui étaient proches de la Russie, qui craignaient effectivement et qui disaient NATO, 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 rien d'autre. Et au sud, les pays du sud de l'Europe, ils sont préoccupés par autre chose aujourd'hui. Et malheureusement, ils plaident dans une Europe qui devient une Europe forteresse, c'est la migration. Et nous avons cassé l'axe de solidarité indispensable qui n'aurait jamais dû être anéanti entre le Sud, entre l'Afrique et l'Europe. Nous avons perdu pied là-bas et ça, un jour ou l'autre, ça va aussi nous coûter très cher. Monsieur Ruche, oui. Monsieur le ministre Flao vient de faire allusion à une décision qui a été prise notamment en Belgique il y a quelques années et qui était celle, avant de la prendre, de choisir d'acheter français, donc européen, ou d'acheter américain. Et malheureusement, le choix a été fait pour les avions F-35. Et ma question, Monsieur Ruche, encore aujourd'hui, près de 75% des armes achetées par l'Union européenne proviennent des Américains. Est-ce que vous voyez une réelle volonté des Européens de s'émanciper de l'OTAN et des Amériques ou pas? Alors d'abord, j'aimerais dire que nous avons fait le même choix, à mon avis, erroné. C'est-à-dire que nous avons aussi privilégié les F-35, ce qui nous met dans une relation de dépendance malheureuse
vis-à-vis de Washington, mais ça témoigne de la force de l'industrie de défense américaine et aussi de ses influences au sein de notre administration et de ceux qui devaient opérer ces choix. 850 milliards, c'est pas rien, mais si on compare ça au budget américain de la défense, c'est jamais qu'à peu près un quart, hein, parce que le budget américain de la défense, c'est un peu plus que ça par année. Maintenant, la grande question qui se pose, c'est où est-ce que cet argent sera alloué? Et je crois que, enfin moi, on peut avoir deux craintes. Une des craintes, c'est qu'il n'y a pas une réallocation de ces ressources vers une industrie de la défense européenne. Et puis l'autre crainte qu'on peut avoir, c'est qu'en l'absence d'un concept stratégique, qui inclut d'ailleurs aussi une dimension diplomatique et de politique étrangère, cet argent finalement ne soit partagé entre Rheinmetall, Airbus et quelques Leonardo et quelques autres grandes entreprises industrielles de l'industrie de la défense européenne. Donc c'est pour ça qu'au-delà des effets d'annonce, il est urgent, me semble-t-il, que l'Europe, et ça nous intéresse aussi, parce que la Suisse n'est pas et ne veut pas être un trou au milieu de l'Europe, que l'Europe se dote d'un concept stratégique qui puisse remplir exactement les objectifs qui ont été définis tout à l'heure, c'est-à-dire créer une force de dissuasion vis-à-vis de la Russie, une force de dissuasion qui répondrait aux craintes tout à fait légitimes de pays comme les pays baltes, quelques pays nordiques, et puis évidemment la Pologne. Très bien. Monsieur Benouari, comment des puissances comme la Chine et la Russie, et je rappelle que vous êtes expert financier attitré des BRICS, comment des puissances de l'Est, la Chine et la Russie, selon vous, comment pourraient-elles réagir face à une Europe qui cherche à s'émanciper des Américains? Je pense que les pays des BRICS qui se sont positionnés contre, je dirais, l'Occident guerrier, l'Occident qui impose des sanctions, l'Occident perçu comme un danger, les BRICS se sont unis pour définir des stratégies communes, y compris dans une certaine mesure au plan militaire, même si c'est un peu plus difficile que sur le plan économique. Mais enfin, l'Iran, qui est membre maintenant des BRICS, la Chine, la Russie ont déjà une alliance, n'est-ce pas, stratégique sur un plan militaire et appellent de leur vœu l'élargissement de ce type d'alliance militaire. Donc, nous traversons des vents mauvais. Les BRICS, comme j'ai coutume de le dire au gré des réunions auxquelles je suis invité, les BRICS n'ont pas l'ambition ou la vocation, ne devraient pas en tout cas avoir pour ambition de remplacer l'ordre actuel, mais d'œuvrer pour l'avènement d'un monde multipolaire. Autrement dit, faire pression pour que le monde devienne de plus en plus multipolaire. Et je crains qu'avec le repli de l'Europe sur elle-même en tant que bloc militaire, ça amène les pays des BRICS et d'autres à vouloir également s'unir au sein d'autres blocs militaires. Je reviens au pays du sud de la Méditerranée. C'est une région à part. J'ai coutume de dire, et notamment à une réunion du club de Genève, qui est un club que nous avons créé autour du thème de la paix, n'est-ce pas? La dernière réunion a réuni l'ancien ministre de la Défense polonais, Jan Paris, et d'autres. Nous discutons beaucoup de ces choses-là. Eh bien, je reviens à cette question donc, de la guerre, du prétexte. L'Europe semble se saisir d'un prétexte qui est la guerre entre l'Ukraine et la Russie pour réaliser son vieux rêve de créer une Europe de la défense qui a été un serpent de mer jusqu'ici. Et puis voilà, hop, la belle occasion, on va enfin investir et créer. Mais contre qui? Mais j'essaie de recentrer au maximum. Nous, les pays du sud de la Méditerranée, depuis les accords de Barcelone de novembre 1995 et même depuis le forum de Rome, n'est-ce pas, qui avait instauré le dialogue 5+5, etc., les pays du sud de la Méditerranée sont associés à l'Europe
sur le plan économique par des accords d'association, qui visent à créer une vaste zone de coprospérité, n'est-ce pas, prospérité rimant avec paix, ne peuvent que regarder effrayés ce qui se passe aujourd'hui. L'Ukraine semble être, la Russie semble être une énorme menace pour l'Europe, mais c'est un prétexte. Quand on est du sud de la Méditerranée, quand on a vu la Libye bombardée au prétexte d'une no-fly zone qui avait quelques bonnes intentions au départ, quand on voit des pays comme la Libye se faire détruire par l'OTAN, mais à laquelle participent des pays européens, on se dit, demain, ça ne sera pas l'OTAN, pas forcément l'OTAN, mais ça sera une Europe de la défense. Et donc, j'essaie de délivrer le message suivant. Il faut associer les pays du sud de la Méditerranée, au minimum eux, qui sont des voisins immédiats de l'Europe, les associer dans un partage de sécurité, ne pas considérer que la sécurité de l'Europe est dissociable de la sécurité de l'ensemble de la région, surtout avec l'évolution des armements. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il est bon de reprendre ses esprits et de ne pas sortir de la vision purement guerrière. Il y a beaucoup de choses à faire avec les pays du sud de la Méditerranée pour créer cette vaste zone de coprospérité et commencer par apaiser déjà ces pays-là et ne pas les pousser dans les bras des Chinois ou des Russes ou des BRICS. Ne pas faire qu'ils se sentent menacés parce que oui, n'en déplaise à certains esprits pas toujours mal intentionnés, l'Europe n'est pas synonyme de paix. L'Europe a connu 2 guerres mondiales, provoqué 2 guerres mondiales, auxquelles nous avons malgré nous participé. Nous avons payé le prix de guerres européennes. Il ne faut pas que demain, l'Union européenne ou l'Europe, d'une manière générale, puisse redevenir un bloc militaire sans égard, sans souci pour leurs voisins immédiats. La sécurité n'est pas divisible. La sécurité doit associer tout le voisinage. La Russie est un voisin, l'Ukraine est un voisin, les pays baltes, mais les pays du sud de la Méditerranée sont des voisins également. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'eux? Pourquoi est-ce que cette politique de sécurité, puisque c'en est une, c'est pas la défense, on peut parler plutôt que de défense, on peut parler de sécurité avec toute l'acception de ce terme, puisque c'est des menaces hybrides aujourd'hui auxquelles on fait face. Nous faisons partie de ces menaces, nous sommes nous-mêmes potentiellement victimes de ces menaces, et donc, voilà, à mon avis, c'est ça qui vient à l'esprit. Monsieur Benouari, je vous remercie. Vous avez évoqué le vieux rêve de l'Union européenne de construire une défense commune. Je demande à la régie de préparer une capsule qui a été préparée par mon collègue Benjamin Boutin. Mais pendant que vous la préparez, ne la visionnez pas. J'ai une question à poser à Jean-Marc Germain, à ma gauche. Par rapport à la France, et vous êtes français, ici, vous faites partie du groupe SED, c'est-à-dire socialistes et démocrates. Je ne sais pas quel est votre parti en France, le parti de M. Macron ou le Parti socialiste. Le Parti socialiste. La France, ce n'est plus un secret pour personne. C'est l'unique pays membre de l'Union européenne qui est doté de la bombe nucléaire. Est-ce que, comme M. Macron, vous êtes d'accord que la France partage le dispositif nucléaire avec ses partenaires européens? Alors tout dépend ce qu'on entend par partager, mais je suis d'accord avec la proposition de M. Macron, qui n'est pas de partager la décision, puisque, comme ça a été très bien dit avant moi, l'Europe n'a ni la politique étrangère commune qui permettrait de se dire à quel moment on a envie d'appuyer ensemble, ni même le processus de décision pour savoir quel est celui des 27 qui appuie sur le bouton. Donc ce qu'a proposé M. Macron et que nous partageons, c'est de réfléchir, avec nos partenaires aussi, aux conditions dans lesquelles le parapluie nucléaire qui protège la France, dont on peut considérer que d'une manière ou d'une autre, compte tenu des accords de défense mutuelle des pays qui constituent l'Union européenne et même de l'OTAN, il devrait peut-être être activé. Mais ça, c'est pas sûr, c'est pas défini clairement. Et donc, ce que dit M. Macron, c'est qu'on serait prêt
à utiliser notre dissuasion nucléaire, par exemple, pour empêcher une invasion de la Finlande. Donc c'est bien ça dont il est question, mais bien sûr avec nos partenaires, parce que utiliser la dissuasion nucléaire, donc ce qui veut dire menacer une riposte d'une éventuelle attaque nucléaire des Russes en l'occurrence, ça a aussi des conséquences sur les autres pays européens éventuellement. Donc c'est ça que dit M. Macron. La décision resterait celle de la France ou celle du Royaume-Uni, qui par ailleurs n'est pas dans l'Union européenne, mais qui est dans le même état d'esprit. Mais les conditions de l'utilisation de cette décision seraient élaborées en commun. Ce que je voulais dire aussi, parce qu'il a été soulevé une question très importante sur, d'abord le fait qu'on n'avance pas vite, ça c'est vrai, mais on peut constater aussi que l'Europe, elle avance très vite quand il y a des difficultés très importantes. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Et je récuse totalement l'idée que l'Europe serait en train de s'armer contre je ne sais quel adversaire ou avec je ne sais quelle visée impérialiste. Je crois que même si le passé ne parle pas pour nous pour ce qui concerne l'Afrique, il n'y a pas du tout ce genre d'intention. Et bien au contraire, en tout cas, en ce qui concerne mon pays, la France, on était présent en Afrique. On y jouait un espèce de rôle de gendarme, parfois aussi avec la Belgique, qui a été incompris. On s'est fait chasser à coups de pied de la part des Africains, mais non sans arrière-pensée de la part des Russes. Je referme la parenthèse, mais sur les industries de défense, on est en train en ce moment de discuter d'un texte qui vise justement à construire des armements en commun, des armements interopérables. Mais si on reprend l'exemple du F-35 ou des avions américains, la raison est que c'est un paradigme qui s'est effondré, qui est celui de l'OTAN, qui est celui des États-Unis qui allaient faire des efforts de défense et qui allaient protéger les Européens. Et au fond, la France, sa défense était utile pour elle-même, ou le Royaume-Uni en concertation avec les Américains, mais elle n'avait pas de fonction européenne. Maintenant, elle a une fonction européenne. Maintenant, je crois que tous les Européens ont la crainte, en tout cas, qu'on ne reviendra plus à l'OTAN antérieure et que donc, finalement, d'acheter ou de construire des avions réellement européens ou d'acheter ceux qui dépendent de constructeurs européens est une priorité. Mais on a un énorme retard, et on l'a vu en Ukraine. Et quand on dit qu'on n'a pas de vision commune, on a quand même... En tout cas, le commissaire chargé de la défense s'est commis d'un white paper, d'un livre blanc sur la défense où les priorités sont définies et on peut les partager. Mais il faut effectivement, ce texte est un pied dans la porte sur les industries de défense. J'en suis d'ailleurs l'un des 3 rapporteurs. Et puis, les décisions qui seront prises en Ukraine, puisque aujourd'hui, les décisions qui s'esquissent un peu, alors non pas avec l'Union européenne en tant que telle, c'est trop tôt pour les raisons qu'on indiquait, mais avec cette coalition des bonnes volontés, c'est au fond de se dire on va y compris faire des opérations communes en dehors de l'OTAN, ou pas complètement dans l'OTAN, qui se traduiraient par la présence de soldats des différents pays européens qui le voudront bien, pas en contact avec la Russie, mais à l'arrière du front, si je puis m'exprimer ainsi. Et aussi peut-être, ça n'a pas été évoqué aujourd'hui, mais il y a cette idée de créer un espace aérien, là aussi en arrière du front, qui permettrait de défendre le cœur de l'Ukraine, de ne pas être sur les zones de combat, mais de permettre aux Ukrainiens de défendre efficacement leurs frontières. Et ça aussi, c'est des actions communes qui ne sont pas encore institutionnalisées, mais qui seront un embryon non pas simplement d'armement commun, mais d'opérations communes conduites en dehors de l'OTAN sur quelque chose, et là aussi je réponds et je termine là-dessus à notre interlocuteur, ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas rien, ce n'est pas une petite chose, c'est une des plus puissantes armées du monde, celle de Poutine, qui attaque un pays qui veut rentrer dans l'Union européenne, et ça c'est un fait politique majeur. Très bien. Moi, je vous invite tous les 4 à regarder la petite capsule qui est très courte et qui rappelle un peu ce rêve européen de construire une armée, donc une armée, plutôt une défense commune. La petite capsule a été réalisée par mon collègue depuis Paris,
Benjamin Boutin. L'Europe veut une défense commune, mais ce n'est pas nouveau, ça fait 75 ans qu'on en parle. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1948, le pacte de Bruxelles réunit la France, le Royaume-Uni et le Benelux pour instaurer une défense mutuelle. Mais face à l'URSS, on passe à la vitesse supérieure. En 1949, c'est la création de l'OTAN. Traduction, l'Europe confie sa sécurité aux États-Unis. En 1950, la France propose un projet fou, une armée européenne intégrée. La CED, qui est signée par 6 pays, mais rapidement rejetée par les députés français eux-mêmes. Fin du rêve. Et puis, pendant 40 ans, de toute façon, la seule priorité, c'est l'économie, pas la défense. Le traité de Maastricht relance la machine. On introduit une politique étrangère et de sécurité commune. L'idée d'une défense européenne revient dans le jeu. Mitterrand et Kohl vont créer l'Eurocorps. La politique européenne de sécurité et de défense devient opérationnelle. Des missions militaires européennes commencent alors. En 2004, l'Agence européenne de défense voit le jour. Elle doit renforcer les capacités militaires communes. Mais malgré tout ça, l'autonomie stratégique européenne reste un mirage. Et oui, l'OTAN domine toujours et les États membres ne sont pas d'accord entre eux. Un sommet européen vient juste de se tenir. Les 27 chefs d'État ont juré de bâtir une défense européenne en 5 ans. Il est même question de 850 milliards d'euros, c'est énorme. Mais déjà, certains États avancent à reculons. Et puis, si l'Europe devient réellement indépendante vis-à-vis de l'OTAN et des États-Unis, comment va-t-elle gérer ses relations avec les pays du sud de la Méditerranée ? Un dialogue méditerranéen pourrait-il voir le jour à l'image de celui déjà initié par l'OTAN ? Bref, encore trop de questions sans réponse. Trop de questions sans réponse, dit Monsieur Boutin. Je rappelle juste que Benjamin Boutin a une très belle plateforme qui s'appelle Benji Raconte. Et il raconte l'histoire de l'humanité avec un grand H, avec un double H, j'allais dire. Il faut absolument le suivre, donc. Benji Raconte. Monsieur le ministre, par le passé, vous aviez évoqué l'importance d'une Europe de défense inclusive. Est-ce que vous pensez déjà inclure notamment quel autre pays ? Mais de toute façon, je crois que aujourd'hui, on est quand même devant une forme d'improvisation. Le livre blanc qui est sorti ici du Parlement, il y a eu beaucoup de livres blancs. Et on vient de rappeler l'Agence européenne de la défense, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'effectivement, vous dites à un certain moment, la France va garder le lead en propos de l'arme nucléaire. Vous croyez que les Britanniques vont accepter que les Français partagent ça uniquement Non, je ne crois pas. L'autre élément aussi qui va se poser, on fait quoi avec la Turquie ? Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'Europe de la défense. Alors, il y a une part institutionnelle, l'Europe, telle qu'on la connaît, et puis à ceux qui sont sortis, qui reviennent, et puis à ceux qui sont là, qui comptent, qui pourraient nous être utiles, parce que finalement, c'est un acteur important. Demain, ce sera peut-être les pays du Golfe ou ailleurs. Donc, aujourd'hui, on ne voit plus qui est l'acteur. À part Mme van der Leyen qui déclare 850 milliards, ça marque les esprits, c'est énorme, 850 milliards. Chez nous, un ministre de la Défense qui dit qu'il faut trouver 4 milliards et 17 milliards. On est en train de jongler, mais on ne répond pas à la question première. Pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Vous pouvez avoir les milliards que vous voulez. Est-ce que nous avons une capacité industrielle pour effectivement combler l'expression des besoins de chacun des États européens ? Il faudrait d'abord que chacun des États européens mette à plat ce dont elle dispose pour éviter d'avoir un cumul. Vous savez, quand j'étais ministre de la Défense, on a créé un état-major unique, une structure unique en Belgique. Parce qu'à côté des forces les forces terrestres, la force aérienne, la marine et le médical, il y avait énormément de duplications. Ça coûtait un fric fou, ça profitait aux entreprises. Ici, si on veut vraiment réussir, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir comment on le finance et qui participe effectivement en mutualisant les choses. Et là, l'esprit de mutualisation, je ne le trouve pas encore. L'Europe, c'est un patchwork. C'est un patchwork. Je suis un Européen convaincu. Mais quelque part, les préoccupations des Baltes, des Polonais, les préoccupations des Grecs,
les préoccupations des Italiens et des Espagnols sont tout à fait différentes et ça se ressent dans l'expression de l'Europe. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait finalement, comme à l'époque, un peu de Solana, je reviens toujours sur Solana, qui était un grand monsieur, qui venait de l'OTAN, qui avait vu fonctionner l'OTAN, puisqu'il avait été secrétaire général. Il a été le haut représentant de l'Union européenne. Il se battait pour une Europe de la défense. Il était respecté. Aujourd'hui, je suis désolé, mais la haute représentante pour la politique extérieure, elle est purement et simplement mise de côté. Et je crois qu'il y a un problème de décision, et ce n'est pas aujourd'hui dans la précipitation. Que faisons-nous? On parle de guerre hybride, et on nous dit qu'il faut acheter des avions de chasse. Mais non, il faut investir autrement, il faut investir dans le spatial, il faut investir dans l'intelligence artificielle, il faut être en avance. Mais ici, on continue à réfléchir un peu comme à une époque, en guerre 40-45, on était prêt pour 14-18. Vous me direz tout à l'heure, M. Flahou, tout de suite, est-ce que l'Europe, c'est aussi une crise d'hommes? Mais en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. Beaucoup trop d'acteurs qui interviennent et qui disent des choses au niveau européen. On n'entend pas beaucoup M. Costa. On entend beaucoup Mme van der Leyen. On n'entend pratiquement pas la haute représentante. On parle, heureusement d'ailleurs, du Parlement. Le Parlement fait son boulot. C'est vrai que c'est l'exécutif, depuis le dernier mandat, c'est l'exécutif qui lève la voix en la personne de Mme von der Leyen. Et à côté de ça, oui, une voix unique. Et à côté de cela, on a aussi toute la problématique des différents pays, des chefs d'État et de gouvernement, qui maintenant s'inscrivent dans ça. Le président français, le Premier ministre britannique, le futur chancelier allemand, Madame la présidente italienne, etc. Le citoyen là-dedans, qu'est-ce qu'il a? Il a un truc, on a une guerre, on a peur, les médias font peur, la commissaire européenne parle de kit de survie maintenant. Quelle est l'image que l'on donne? On se préoccupe effectivement de la problématique en Ukraine, on oublie les autres drames dans le monde, et d'ailleurs on est très peu, en ce qui concerne la France sur le continent africain, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est dramatique ce qui se passe. Et les propos qui ont été tenus notamment par le président de la République en disant « ils ne nous ont même pas dit merci », vous comprendrez aisément qu'au niveau des pays, que ce soit le Mali, le Burkina, le Niger, le Sénégal, etc., à un certain moment, il fallait que ça éclate. Et aujourd'hui, c'est difficilement récupérable par l'Europe qui a perdu beaucoup de crédibilité sur le continent africain. Et notre avenir dépend aussi de l'Afrique. Les messages sont directs, M. Germain. Je vous donnerai la parole, mais permettez-moi aussi d'interpeller, puisque nous avons un Suisse. Je voulais que vous réagissiez par rapport à l'inclusivité, mais je poserai franchement la question à M. Ruch. Monsieur Jean-Daniel Ruch, vous êtes avec nous, je suppose. Est-ce que vous pensez que la Suisse, que pensent les Suisses? Est-ce qu'ils veulent être impliqués dans ce projet de défense commune? Ne peut pas être un trou dans la sécurité européenne, on ne l'a jamais été d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a gardé des capacités militaires relativement importantes par rapport à la taille de notre pays et à nos voisins. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a toujours gardé la conscription ici, qui maintenant pourrait être établie dans différents pays européens. Et puis on a aussi décidé d'augmenter nos investissements de 25% dans la défense. Nous sommes prêts, comme nous le faisons d'ailleurs déjà avec l'OTAN, à des coopérations, mais certainement pas à adhérer à une Europe de la défense, à une organisation européenne de la défense, comme nous ne sommes pas prêts, à cause de notre neutralité qui est profondément ancrée dans nos gènes, à entrer, comme nous n'étions pas prêts, à entrer non plus dans l'OTAN. Mais nous voulons être un partenaire qui soit crédible et fiable. Et si vous me permettez, vu de Suisse, effectivement, nous avons un peu la même perception de l'Europe que celle que le ministre Flahou vient de décrire. Donc une Europe, c'est un peu des chats qui courent dans tous les sens et qu'on ne peut pas vraiment domestiquer. Et ça se ressent en termes de crédibilité de l'Europe dans sa projection en dehors de ses frontières. Alors vers l'Afrique, on a vu le désastre des dernières années, mais parlons aussi du Moyen-Orient.
L'Europe est absente de la discussion entre Israéliens, Palestiniens, Américains. Nous assistons sous nos yeux à des massacres, à une guerre qui fait énormément de victimes parmi les civils. Les Européens, théoriquement, auraient les moyens de jouer un rôle important. Ils ont des leviers qu'ils refusent d'utiliser. Donc ça, je pense que ça nuit beaucoup à la crédibilité de l'Europe dans une grande partie du Sud global, comme on l'appelle aujourd'hui. Deuxièmement, deuxième vide, les discussions sur l'Ukraine se passent entre Russes et Américains et les Européens sont complètement absents de ces discussions. Alors évidemment, ils se préparent à jouer un rôle, si possible, si les Russes le veulent bien, si les Américains mettent ça sur la table, mais là encore, on a un second acteur. Or, moi, ce qui me paraît extrêmement important, c'est de réaliser que la politique de défense doit être une fonction, doit dépendre d'une vision de politique étrangère. Or, mais c'est la nature, hein, c'est la nature d'une union comme d'États souverains, comme celle de l'Union européenne, d'avoir des difficultés à s'accorder sur une vision commune. Pourtant, c'est un défi qui me paraît important. Et le fait que la menace russe et que le désengagement européen coïncident à un même moment, ça a donné, justement, comme vous dites, c'est plus qu'un prétexte pour moi. Hein. On a dit les 850 milliards, la décision d'investir dans la défense européenne, c'est un prétexte. Non, moi je ne pense pas que c'est un prétexte. Je pense que c'est une vraie nécessité qui est bienvenue. Je suis tout à fait d'accord avec M. Germain là-dessus. Mais comme le dit aussi le ministre Flao, la question c'est pour faire quoi? Donc ça doit être encadré par un concept, une stratégie de politique de sécurité qui a aussi un élément de diplomatie. Je vais vous donner un exemple tout simple. Pour moi, les négociations de paix entre Trump et Poutine, entre les Russes et les Américains, seraient une occasion rêvée de relancer la discussion sur le contrôle des armements, voire le désarmement en Europe. Parce que depuis que le traité sur les forces armées conventionnelles en Europe est, disons, tombé en désuétude, eh bien, il n'y a plus aucune règle qui régit le domaine des armements conventionnels. Alors je pense que ça serait de la bonne politique, de la bonne diplomatie, d'investir d'un côté, financièrement, dans l'armement, mais d'un autre côté, aussi d'essayer d'utiliser les opportunités qu'on peut avoir pour relancer des négociations pan-européennes sur le désarmement. Monsieur Benouari, vous voulez prendre la parole? Oui, simplement, je voulais dire, vous avez parlé tout à l'heure du multilatéralisme. On est attaché au multilatéralisme. Mais qu'est devenu l'ONU? Est-ce que c'est tolérable de voir la façon dont le secrétaire général de l'ONU est traité dans ce monde? Et l'autre élément qui me perturbe et qui m'inquiète, Poutine est un dictateur. Trump a sa façon de travailler. En Italie, il y a aussi des gens qui sont plutôt des brutaux. Nous sommes, nous, effectivement, défenseurs, et je crois que nous sommes de la même formation politique, nous sommes défenseurs d'une démocratie qui respecte les parlements, qui respecte le peuple, mais malheureusement, aujourd'hui, l'Europe, elle donne cette image d'essayer de rester démocratique dans ce processus de décision face à des personnes, que ce soit en Israël, que ce soit au Katanga ou au Rwanda ou autre chose, des gens qui décident brutalement des choses. Et les valeurs disparaissent. Nous sommes avec nos valeurs et nous apparaissons faibles parce que nous voulons faire respecter des règles. Et en face, nous avons une série de dictatures, en quelque sorte, qui ne jurent que par le monde des affaires et la brutalité et la finance. Et ça me préoccupe pour les générations futures. Vous pouvez réagir, Monsieur Germain, mais je dois absolument distribuer la parole de manière équitable. Mais allez-y, réagissez. Et puis je donne la parole à Monsieur Benouari. Non, mais qu'on puisse être inquiet, qu'on puisse constater que l'Europe a 1000 problèmes de fonctionnement, que la défense est embryonnaire est une chose, mais je crois qu'il faut aussi mesurer la force de ce qui est construit. D'abord, la première question que vous posez, c'est le multilatéralisme. On a essayé la méthode de désarmer l'Europe et de laisser les États-Unis, la Russie et maintenant la Chine, parce que la Chine, c'est un armement à bas bruit, mais à grande vitesse. Le jour où le seuil sera atteint pour dicter son nouvel ordre mondial, on sera bien démunis. Donc moi, je ne suis pas un fanat de la course à l'armement, bien au contraire, je suis un ardent défenseur du désarmement
mais je dois constater que pour imposer la paix, aujourd'hui, il faut s'armer. Et que de toute façon, on a une urgence, et qu'il y a une armée qui est plus puissante que la nôtre, qui est aux frontières de l'Europe, ou même si on considère l'entrée en 2030, je ne sais pas si ce sera en 2030 de l'Ukraine dans l'Union européenne, est déjà au sein de l'Union européenne. Et qu'au fond, finalement, c'est peut-être de manière désordonnée, mais enfin, aujourd'hui, en ce moment, il y a 31 chefs d'État et de gouvernement qui portent une vision commune, qui sont autour de Vladimir Zelensky, qui portent une démarche de paix, parce que ça aussi, c'est nouveau, y compris d'ailleurs Volodymyr Zelensky. Mais je crois qu'il faut quand même constater qu'il se fait des choses. Et moi, je vous disais, je suis rapporteur d'un fonds sur les industries de défense, European Defense Industry Programme. Eh bien, pour la première fois, il va y avoir de l'argent européen venant du budget européen qui va être dépensé sur les armements communs, et avec François-Xavier Bellamy, qui est membre du PPE, avec Raphaël Glucksmann, qui est membre d'un petit parti qui s'appelle Place Publique, qui est proche du Parti Socialiste. On essaye, aujourd'hui c'est tout petit, c'est 1,5 milliard d'euros, de porter à 15 milliards d'euros. Et là, ce sera quelque chose de sérieux. Mais ne minimisons pas ce qui est en train d'être fait, non pas au niveau européen, mais de manière coordonnée entre pays européens. Et au niveau européen, parce que là aussi, il faut savoir regarder le verre à moitié plein. On a décidé, moi je suis rapporteur dans la commission des budgets de ces dossiers-là, 80 milliards d'aides à l'Ukraine à travers un premier prêt de 50 milliards d'euros et un deuxième de 30 milliards d'euros qui utilise les revenus des avoirs russes que nous avons gelés, nous, Européens, pour payer le remboursement de l'emprunt qui sert à l'armement. Ce qui fait qu'in fine, à l'exception près, vous avez raison de dire qu'il faut se préparer notamment à progresser fortement dans le spatial, dans la guerre électronique, parce que ça, pour l'instant, ne peut pas se substituer aux Américains. Mais en revanche, pour tout le reste, on peut fournir des armes de manière rapide. On a augmenté les capacités de production de munitions de manière massive. Et l'Europe, alors à travers des outils très imparfaits qui sont des emprunts européens ou des garanties d'emprunt à l'Ukraine, est intervenue massivement. Vous vous souvenez de ce débat entre Emmanuel Macron et Donald Trump, l'un disant on dépense plus que vous, l'autre disant nous c'est plus, mais la réalité c'est que l'Europe a dépensé autant que les États-Unis. Et puis dernier point, en fait tout ça peut paraître très compliqué, mais en fait c'est très simple. Aujourd'hui, hier l'OTAN fonctionnait jusqu'il y a quelques jours. Mais ce qui va se passer en attente de cette défense européenne dont on rêve tous et qui conduira à une unité de décision, à une armée commune, c'est au fond une OTAN européenne qui va fonctionner, c'est-à-dire une coordination très étroite de décisions d'États-nations qui se font au sein de cette OTAN européenne, et dans le même temps une industrie de défense européenne, des forces armées communes qui vont se construire peu à peu en Europe. C'est ça qu'on peut prévoir, à mon avis. Et à court terme, une action qui va être, je l'espère en tout cas, très forte pour que l'Ukraine ne tombe pas. Parce que si l'Ukraine ne tombe pas, si Poutine comprend qu'il ne gagnera jamais cette guerre, alors les discussions de paix vont avancer. Monsieur Germain, le citoyen lambda, le citoyen européen lambda, je ne sais pas s'il va comprendre comment l'Ukraine va rembourser toutes ses dettes. Est-ce qu'elle va aussi réagir comme il l'a fait Zelensky à Washington, D.C., quand il a dit « OK, venez prendre les terres rares ». Est-ce qu'elle va aussi donner ces terres rares à l'Europe? Vous me le diriez tout à l'heure, mais je donne la parole à M. Benouari. Monsieur Benouari, je vous demande simplement de nous dire, mais vraiment, répondez à la question directement. Comment sont perçues les divisions au sein de l'Union européenne par les pays du Sud global, on va dire, le sud de la Méditerranée, puisque vous êtes issu de cette région du monde. Tout à l'heure, Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur Flahault, avait parlé de cette démocratie, de cette qui presque fait défaut aujourd'hui au niveau horizontal au sein de l'Union européenne, où la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, est en train de diriger l'Union européenne
en main de fer et toute seule. D'abord, de l'incompréhension, parce que oui, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Qui dirige l'Union européenne? Elle n'a pas de politique étrangère, mais elle a des gens comme von der Leyen qui parlent en son nom. Elle n'a pas de politique étrangère, mais elle veut une Europe de la défense pour servir quel but stratégique? Pour servir quelle politique étrangère? On le voit bien que l'Europe est absente, l'Union européenne est absente du conflit du Moyen-Orient, par exemple. Israël bombarde, tue, massacre. L'Europe, peu lui faut. Dans le meilleur des cas, ce sont des voix isolées qui protestent et qui vite se font taxer d'antisémites. C'est une horreur. Vous me demandez le point de vue, comment on voit ces divisions. On ne comprend tout simplement pas qui dirige l'Europe. Et là, permettez-moi de vous donner un éclairage. En tout cas, mon point de vue. Il me semble que l'Union européenne est prise en otage par les lobbies militaro-industriels. Évidemment, ils n'ont pas pignon sur rue, ni à Bruxelles, ni ailleurs. Mais ces lobbies existent parce qu'on ne comprendrait pas pourquoi, brusquement, on s'empare d'un prétexte. Je maintiens que c'est un prétexte. Non pas qu'il n'y a pas à redire quant à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, pas du tout. Mais de là à affirmer, comme beaucoup d'officiels européens, que si on n'arrête pas la Russie en Ukraine, elle ira jusqu'à Paris en passant par la Belgique, etc. C'est pas un abus de langage, c'est une faute, c'est une erreur, c'est une mystification. On exagère le danger posé par l'ours russe comme si on voulait faire passer autre chose derrière, précisément. Pardonnez-moi, vous êtes là avec moi? Oui, on vous écoute, Monsieur Benouari. Oui, comme si au fond on avait besoin d'un solide prétexte pour pouvoir participer à cette course aux armements. Parce que voilà, donc encore une fois, si on veut que les pays du Sud en particulier ne craignent pas ce réarmement de l'Europe, il faudrait qu'ils sachent à quoi il est destiné. Au service de quelle politique étrangère? Si c'est pour donner à l'Europe une voix plus forte pour se faire entendre, pour régler le conflit du Proche-Orient, par exemple, le conflit israélo-palestinien, autant que pour régler le conflit russo-ukrainien, là on comprendrait. Mais là, franchement, pour vous parler franchement, on a comme l'impression, quand on se moque un peu des gens du Sud, qu'il y a des intérêts proprement européens, et je l'ai dit, des intérêts qui sont ceux de groupes militaro-industriels. Je ne vois pas d'autres raisons. Et encore une fois, je reviens à cette assertion que si on ne crée pas une Europe de la défense solide, la Russie envahirait toute l'Europe. C'est une mystification, c'est vraiment se moquer des gens. Je n'ai pas d'autres mots, pardonnez-moi. Monsieur Benouari, on n'a plus le temps. On va faire un dernier tour de plateau et je vais commencer par Monsieur Rusch en Suisse. Éclairez-nous, hein. Au moins on en sort vraiment ravis de cette émission. Demain, dans 5 ans, qu'est-ce qu'il y aura? Un OTAN américain, un OTAN européen, une Union européenne? C'est pas très clair, encore une fois, pour le citoyen européen lambda. Alors, moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais ce que je pourrais recommander aux Européens, c'est qu'ils commencent à construire des vraies institutions militaires communes pour gérer tout cet argent et éviter effectivement qu'il soit accaparé par des intérêts particuliers, notamment ceux des grandes industries, des grandes industries militaires. Je sais bien que comparaison n'est pas raison et que l'histoire est rarement porteuse de conseils, mais on était dans une situation pareille, nous, dans notre confédération au milieu du 19e siècle. Et ce qui a soudé nos institutions, c'est d'abord la constitution d'une école militaire, ensuite d'un état-major général, et puis troisièmement d'une industrie de la défense nationale, donc nationalisée, publique. Et c'est ça qui ensuite a permis d'avoir une vraie politique de sécurité et de défense qui réussisse à rassembler
toutes les tendances divergentes qu'on observait dans les États qui composaient à l'époque la Confédération. Donc moi, ce que je pourrais recommander si on veut avoir quelque chose qui fonctionne, c'est de renforcer des institutions militaires communes, avec peut-être un commandement intégré un jour, mais en commençant par les écoles militaires et la constitution d'un état-major général. Monsieur, un dernier mot, Monsieur Flao. Dans 5 ans, si on a réussi à mettre en place cette Europe de défense, on dira au revoir à l'OTAN? Non, je dis simplement que la sagesse vient de Suisse. Parce que c'est vrai que si on avait commencé à une époque, et c'était, je crois, à l'époque du général de Gaulle, en fait, si on avait commencé par faire une académie européenne de défense, on aurait eu rapidement un état-major unifié, avec des stratégies communes, avec des investissements mutualisés. Et on aurait effectivement posé des actes plutôt que de faire des discours et des multiples institutions. Je crois que c'est à ça qu'il faut s'atteler. À chaque chose, malheur est bon, dit-on. Peut-être que la crise que l'on vit aujourd'hui permettra d'avancer et de mettre en œuvre ce qui avait été discuté il y a très très longtemps et répété à de très nombreuses reprises, mais face à une absence de volonté et d'intérêts divergents, n'a pas pu être mis en œuvre. Et l'autre élément, il faut que l'Europe redevienne un acteur mondial dans le multilatéralisme, que l'Europe parle d'une seule voix et qu'elle soit une Europe partenaire qui n'impose pas son modèle à l'Afrique et en d'autres parties du monde. Parce que c'est ça notre défaut. Notre défaut, c'est que nous croyons que nous, les gens du Nord, les Occidentaux, Américains ou Européens, nous savons mieux que quiconque ce qu'il faut faire pour d'autres parties du monde. Le respect est fondamental et le respect, il a disparu dans certaines relations internationales. Merci beaucoup. On ne dira pas que le Sud aujourd'hui n'a pas été très présent dans cette émission. Monsieur Germain, cette construction de la future Europe de défense, vous la voyez comment? Elle passerait par un leadership franco-allemand ou au contraire, elle sera plus horizontale? On peut toujours dire ce qu'on prévoit ou ce qu'on souhaite, mais dans le meilleur des cas, ce qui va se passer à court terme, ce que je disais à l'instant, c'est probablement quelque chose qui ressemble à un OTAN ou une OTAN européenne. Et à mon avis, ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris et cet accord entre la France et le Royaume-Uni de prendre un peu le leadership de cette OTAN européenne parce que c'est les deux pays qui détiennent la force ultime. Mais en même temps que la force ultime sans force mécanique, on peut pas, elle sert à rien en fait parce que soit elle est utilisée et c'est la fin, soit on n'est pas capable de tenir et elle est inutile. Et puis à terme, moi je pense que ce qui est en train de se passer avec tous les difficultés qu'on avait évoquées, les premiers textes qu'on va discuter dans les jours qui viennent au Parlement européen, c'est pour la première fois un fonds commun pour les industries de défense. On va commencer à faire des avions communs, des chars en commun, des armements communs, de la mobilité militaire européenne. Et donc ça produira ses fruits sur plusieurs décennies, c'est clair. Et puis deuxièmement, c'est commencer à faire, et ça c'est les 800 milliards que vous évoquez. Alors les 800 milliards, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y en a quand même, les 3/4, c'est la possibilité pour les États membres de dépenser plus. Donc on est plutôt dans le cadre d'une OTAN européenne. Mais les 150 milliards qui sont des emprunts communs et qui portent des exigences de dépenses communes entre plusieurs États membres, ça porte la constitution d'un début d'Europe de défense, mais ça nécessitera, de progresser sur la vision commune de nos militaires, leur façon de procéder, même si à travers l'OTAN, il y a beaucoup d'exercices qui sont faits en commun, beaucoup de partage. Il y a très peu d'opérations qui ont été faites jusqu'ici dans le cadre de l'OTAN sous commandement de gradés européens. Et donc, politique étrangère commune. Et puis, il faudra changer les modalités de décision. On ne peut pas décider à l'unanimité quand il s'agit de prendre une décision, par exemple, d'aller agir pour protéger ou pour mettre fin ou essayer de mettre fin à la guerre à Gaza. Mais je voudrais dire une dernière chose, c'est qu'il y a un endroit où il y a une ébauche de politique étrangère commune qui se fait. Moi, je découvre ça, je suis nouveau parlementaire européen. C'est que tous les mois, à Strasbourg, on vote des décisions communes de politique étrangère sur Gaza, sur l'Ukraine, sur l'Afrique, sur le multilatéralisme. Et on arrive à se mettre d'accord. Et au fond, le seul endroit, parce qu'on vote à la majorité, au fond,
parce qu'on discute beaucoup, on travaille, quel que soit, ou la plupart des groupes politiques, en tout cas, qui constituent ce qu'on appelle la majorité pro-européenne, c'est-à-dire les socialistes, la droite, les centristes et les Verts, on arrive vraiment à forger une vision commune de la politique étrangère. Et j'invite tous ceux qui s'interrogent un peu pour savoir ce que pense l'Europe sur tel ou tel sujet, au moins le Parlement européen il est capable de dire des choses qui ont du sens sur tous les grands problèmes du monde. Excellent. Vous représentez un demi-milliard de citoyens européens et peut-être il est temps de donner un peu plus de pouvoir au Parlement européen. Qu'est-ce qu'on fait avec la Turquie et la Grande-Bretagne? On les réintègre dans l'Europe? Moi, sur ce plan-là, non, mais peut-être que la question mérite d'être répondue en 10 secondes. C'est qu'il y a un projet qui est sur la table. Pour l'instant, il n'a pas été mis en haut de la pile parce qu'on veut d'abord donner la priorité à l'Europe telle qu'elle est, aux institutions européennes telles qu'elles sont. Mais il y a l'idée de faire un traité intergouvernemental qui traiterait des questions de défense, donc qui serait une vraie institution très proche de l'Union européenne, mais qui intégrerait le Royaume-Uni et qui intégrerait par exemple la Norvège et d'autres pays, et peut-être qui n'intégrerait pas un certain nombre de pays qui ne sont pas mûrs pour avoir une vision commune de défense avec nous. C'est ce qui a été fait pour sauver la Grèce, l'Italie et l'Espagne quand on a créé le mécanisme européen de stabilité. C'est un traité intergouvernemental des pays de la zone euro. Il y a une idée qui traîne, qui serait de faire la même chose en matière de défense, parce qu'on comprend bien qu'une défense européenne sans le Royaume-Uni, ce serait un peu bancal, et pour l'instant, ils ne veulent pas revenir dans l'Union européenne. Et la Turquie, non? La Turquie, pas encore. Ce sera peut-être le thème de la prochaine discussion, puisqu'il se passe des événements quand même pas très catholiques en ce moment. Je crois que le mot catholique n'est pas bien choisi. Non. C'est une expression, pardonnez-moi. Je vais être équitable jusqu'au bout. Je donne 10 secondes à M. Benouari pour conclure. Merci, M. Flao, pour vos remarques pertinentes. Ce qui me donne l'occasion de dire que Israël et la Turquie sont des pays méditerranéens. Ils font partie de la politique de bon voisinage initiée par l'Union européenne. Ils ont des accords d'association avec nous. Alors, comment ces pays-là peuvent-ils être laissés au bord de la route quand on parle de sécurité régionale, de sécurité globale, à moins que... On en parlera à la prochaine émission, M. Benouari, je vous le promets. Madame, mais monsieur... ils ne sont pas laissés de côté. Et puis par ailleurs, je n'ai pas réagi, mais il y a bientôt 1 million de morts en Ukraine et en Russie. Et tout à l'heure, vous disiez que c'est un prétexte... et que l'agression de Poutine n'est pas une vraie agression et qu'il n'y a pas de risque. Enfin, je suis désolé, mais c'est un drame absolu et donc c'est un événement d'une gravité absolue. Et on ne peut pas dire que l'Europe exagère. Le massacre des Palestiniens, ce n'est pas une priorité pour vous, M. Germain? Vous parlez de prétexte à propos d'une union qui veut défendre un pays dans un conflit qui a fait 1 million de morts en disant que c'est un prétexte. Eh bien ça, je le conteste absolument. Ça ne m'empêche pas d'agir pour la paix jour après jour en Palestine, pour soutenir Gaza comme nous le faisons. Mais vous savez très bien que dans cette partie du monde, l'Europe n'a pas la capacité militaire d'imposer la paix. Ce sont les États-Unis, pour l'instant, on peut le regretter. Donc, à force de parler de ce 2 poids 2 mesures, vous en venez à nier un conflit qui a fait 1 million de morts. Et ça, je trouve que c'est problématique. En tout cas, vous avez exposé votre vision. Nous exposons les... Non, mais je voulais avoir ce petit coup de colère parce que ça a été répété plusieurs fois. Et je crois qu'on ne peut pas dire que l'Europe, c'est un prétexte de vouloir se défendre, de vouloir protéger l'Ukraine et de vouloir protéger tous les pays qu'elle estime menacés. Et ça n'enlève rien au drame qui se passe en Palestine et à Gaza. Et peut-être que si l'Europe devient vraiment militairement très forte, elle aura d'autres points de vue par rapport au conflit israélo-palestinien. Madame, monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.